Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Plus de 678 millions de francs CFA, c'est la valeur marchande de la drogue saisie auprès d'un réseau à Niamey par l'Office central de répression du trafic illicite et des stupéfiants. Cette dernière a présenté à la presse ce matin ces vastes réseaux de trafic de drogue à Niamey. Le point avec Ismaël Moussa et Halid Bourema. Démantèlement des réseaux de trafiquants. C'est suite à l'interpellation d'un individu au commissariat de police de Bukoti pour faire de drogue que l'Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants, OCRITIS, a mené des investigations qui ont permis de mettre en évidence l'existence de ce vaste réseau de trafic de tramadol établi à Niamey et ses environs. Organisé par l'OCRITIS le 26 juillet 2022 à Niamey et à Yaboni, village situé non loin de Sagagourou, a donné les résultats ci-après. 5 individus de nationalité nigérienne interpellés, dont le chef du réseau. 339 364 comprimés de tramadol de marque Royal 225 mg et 8000 comprimés d'Exol ont été saisis. Plusieurs autres biens en espèces et en nature ont également été saisis. Il s'agit de 3 véhicules, 2 motos, un acte de cession, des bijoux en or de contrefaçon, un chéquier et la somme de 5 98 445 francs CFA. La drogue saisie provient de l'Inde, par voie maritime jusqu'au port de Tema au Ghana, avant d'être chargée et dissimulée dans les camions de transport de marchandises à destination du Niger via le Burkina Faso. Cette drogue devra ensuite alimenter les marchés locaux avant de remonter éventuellement à Libye. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 678 728 000 francs CFA à la revente à Agadez à raison de 2000 francs le comprimé. Ce coût est triplé sur les sites aurifères de Diado et de Tibarkaten. Une opération d'envergure. Cette importante saisie n'a pas laissé indifférent le parquet qui a tenu à témoigner sa reconnaissance envers l'OCRITIS. Comme d'habitude, nous sommes venus encourager nos enquêteurs. Nous sommes venus leur réitérer notre accompagnement, leur réitérer notre félicitation face à cette saisie extraordinaire. C'est la énième fois que cette unité d'enquête vient de poser des actes salutaires et il va de soi qu'elle soit félicitée. Le circuit de toute la criminalité transnationale organisée tourne autour de la drogue. Cette cargaison saisie marque le retour en force du tramadol sur le marché illicite. C'est pourquoi l'OCRITIS invite la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter efficacement contre le trafic et la consommation de drogue au Niger. 29 juillet 1991, 29 juillet 2022, cela fait exactement 31 ans qu'a eu lieu la conférence nationale souveraine du Niger. À cette occasion, la rédaction Labari est revenue sur les objectifs de cette conférence. Suivez ce commentaire avec Ibrahim Boubacar. Débuté le 29 juillet 1991 à la suite d'une contestation populaire, notamment des syndicats des scolaires et des travailleurs, entraînée par la gouvernance particulière du régime de l'époque, la conférence nationale souveraine a marqué l'étape de la démocratisation au Niger. Le pouvoir avait en ces temps-là fait face à une violente croisade de la masse populaire qui exigeait une meilleure gouvernance. Rien n'a échappé à un besoin de vérité pour en finir avec ce qui se fait appeler le désastre national dans lequel le pays est plongé. Il s'est tout bonnement agi à travers cette conférence de solder le passé pour tracer les contours du Niger démocratique. Ils étaient alors plus de 1000 délégués, des forces vives de la nation représentant les syndicats, les associations, les partis politiques, les organisations scolaires, le secteur privé, le monde rural et même les institutions de la République qui avaient durant 3 mois
et souvent dans des discussions assez chaudes établit un diagnostic de 30 ans de gestion du pays depuis les indépendances en vue de prendre un nouveau départ au profit de l'intérêt général. Au sortir de cette conférence, on peut retenir entre autres l'adoption des actes fondateurs de la Troisième République, à savoir le projet de constitution d'un régime semi-présidentiel dans le souci d'équilibrer les pouvoirs, source de dérives dictatoriales observées par le passé. Des textes sur le régime de la liberté de la presse consacrant la libéralisation de l'espace médiatique. Les assises s'étaient ainsi achevées par la mise en place des organes de transition avec pour cahier des charges l'organisation des consultations pour mettre en place les institutions de la République, relancer l'économie et moraliser la vie politique. Après donc 18 mois, la transition avait réussi à organiser les premières consultations multipartites dès l'ère de l'indépendance ayant consacré l'alternance démocratique en 1993. Aujourd'hui, 31 ans après, les conclusions issues de la dite conférence peinent à être mises en œuvre à la lettre par les différents acteurs qui se sont succédés et d'autres qui sont actuellement aux affaires. Les besoins immédiats du pays, les aspirations du peuple ne sont toujours pas prises en compte comme il le faut. L'inégalité, la corruption, le favoritisme et la mauvaise distribution de la richesse produite ont entraîné d'autres maux tels que l'insécurité qui émaille actuellement le quotidien du peuple nigérien, alors même que tous ces maux sont censés être un mauvais souvenir à la suite de la conférence. Suivez à présent la réaction d'un acteur de la conférence nationale souveraine, en l'occurrence Abdelmoumouni Ousmane, qui tire un bilan positif à cette conférence. Ça a été une grande messe qui a permis la naissance d'un processus qui est censé apporter le bien-être au plus grand nombre de Nigériens. L'expérience, elle a connu des hauts et des bas. Nous sommes en construction permanente, nous avançons quoi qu'on en dise et aujourd'hui la démocratie est suffisamment renforcée. Il faut que les Nigériens soient tous contributifs pour faire en sorte qu'on la consolide dans la paix et dans le développement. Nous avons assisté, comme vous le savez, récemment à la première alternance démocratique dans ce pays, ce qui fait qu'on a avancé. Maintenant, il faudrait que nous travaillions tous pour que nous dégagions de nos esprits et de nos modes de fonctionnement et de nos modes de pensée et de nos modes de combat tout ce qui est antidémocratique et se consacrer et se dire que l'avènement au pouvoir, la conservation du pouvoir ne peuvent se faire que par les moyens des urnes et par les urnes. Vous savez, comme toute rencontre, et c'est partout, quand on évalue, il y a des acquis qui sont indéniablement positifs. C'est tout ce qui est relatif à l'institutionnel et à l'amorce du développement et à un mécanisme qui décentralise et qui ramène le pouvoir au niveau des populations. Ça, c'est un acquis certain qu'il faille effectivement reconnaître. Maintenant, évidemment, quand il y a une rencontre d'une masse populaire avec des intérêts aussi divergents, il va de soi à ce que 30 ans après qu'on constate effectivement qu'il y a quelques insuffisances, mais ces insuffisances, le processus démocratique est à mesure de leur apporter les corrections nécessaires. Autre aspect de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a effectué une série de visites sur les installations de la Nigélec. Le ministre Ibrahim Yacouba, qui était accompagné par le directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane, s'est réjoui de ce qu'il a vu sur le terrain et surtout des moyens déployés pour produire de l'électricité. Plus de précisions avec nos confrères de la télévision nationale. De la centrale 89 MW Estate-Marc de Goudel à la station de pompage, le poste et la centrale thermique de Gorubanda, en passant par l'agence A1 de Kwarakano, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a intensifié ses visites des infrastructures et installations de la Nigélec pour s'acquérir des efforts déployés par la société dans la production, le transport, la distribution et la fourniture de l'électricité. Ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, c'est de poursuivre en même temps 3 objectifs, vraiment de manière déterminée. Accroître l'accès, faire en sorte qu'il y ait plus de Nigériens qui ont accès à l'électricité, faire en sorte qu'il y ait plus de localités qui sont électrifiées, accroître nos capacités de production, notamment les productions propres au niveau national et en les diversifiant, notamment en incluant les énergies renouvelables.
Et troisièmement, améliorer la qualité du service public. Tout cela n'est possible que si nous disposons des capacités qui nous permettent de l'atteindre. Et moi, je suis très heureux de voir qu'au niveau de la Société nigérienne d'électricité, Nigelec, des capacités énormes se sont développées durant des années et ont permis d'améliorer constamment le service, que ce soit au niveau de la formation du personnel, du renforcement des capacités de ce personnel, des capacités propres de la Nigelec, de la production de l'électricité jusqu'à la distribution dans le ménage. L'ensemble de cette chaîne-là qui est énorme, les Nigériens ne se rendent pas toujours compte, est une chaîne qui se perfectionne, qui s'améliore constamment. Toute la production cumulée grâce notamment aux importants investissements sur toute l'étendue du territoire national permet aujourd'hui à la Nigelec d'assurer la fourniture de l'énergie électrique à la population à travers son vaste réseau de distribution. Et il ressort des études comparatives que la société réalise la meilleure performance en Afrique. Les performances de la société aujourd'hui, si moi je devrais les saluer, on va dire que c'est de l'auto-glorification parce que c'est dans mon secteur. Mais il y a des témoignages en Afrique et il y a les témoignages de tous nos partenaires. Et vous étiez témoin qu'il y a quelques jours à l'occasion de la réunion du cadre de concertation, ils l'ont cité en exemple et ils ont considéré que si toutes les structures avaient cette performance-là, l'ensemble des projets que nous avons seraient mis en œuvre de manière plus efficace. Donc ce témoignage-là est le plus important. Mais ce que nous voulons, nous, c'est satisfaire la population nigérienne. Et je voudrais qu'ils sachent que c'est notre objectif. Cet objectif-là, nous sommes en train de le réaliser parce que le travail est immense. Mais vraiment, je vous prie les Nigériens de croire que nous allons progresser et nous allons rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Cette performance va s'accroître davantage avec la mise en service en 2003 de la centrale solaire 30 MW de Gorubanda, dont les travaux ont déjà commencé. Nous avons la possibilité, si tout ce qui est mis en place se réalise sans obstacle, que nous ayons des capacités importantes, notamment pour la centrale d'Agadez et la centrale que nous avons visitée avec vous tout à l'heure de 30 MW financée par l'AFD. Donc, à mi de l'année prochaine, il est possible, si tout va bien, si les choses se mettent en place normalement, que nous puissions avoir de bonnes nouvelles pour les Nigériens. Les Nigériens doivent savoir que les agents qui sont dans le secteur de l'énergie se battent pour cela. Je sais que lorsque quelqu'un n'a pas accès à l'électricité un jour ou qu'il y a un délestage, il ne se rend pas compte que c'est un travail important qu'il faut pour maintenir cette offre de manière permanente. On a l'objectif que le président de la République nous a assigné, c'est de faire en sorte que ces objectifs soient atteints et je vous assure que nous faisons tout pour que cela puisse s'améliorer. On nous a fixé des objectifs jusqu'en 2035 pour multiplier ce taux-là par 4. Ce que nous faisons, c'est de faire plus que les taux qui ont été prévus et d'accélérer ces objectifs-là pour que le plus grand nombre de Nigériens aient accès à l'énergie pour la vie de tous les jours et pour la production. Les perspectives en matière de production de l'énergie électrique sont nombreuses et prometteuses, de toute l'ambition du gouvernement de faciliter l'accès à l'électricité à toute la population nigérienne. 25 membres et cadres de la Commission nationale des droits humains CNDH sont en formation depuis ce matin à Niamey. Une formation sous le thème « Les droits de l'homme aux frontières internationales » qui se tient avec l'appui financier du projet Promis. Le compte rendu avec Ibrahim Tikri et Chebeguissou. Les droits de l'homme aux frontières internationales, c'est le thème d'un atelier de formation spécialisé destiné aux membres cadres centraux et régionaux de la Commission nationale des droits humains CNDH. Au cours de la cérémonie officielle d'ouverture qui a eu lieu ce vendredi 29 juillet 2022 à l'hôtel Bravia de Niamey, 2 allocutions ont eu lieu. Au nom du représentant de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger, M. Delim Mazao a expliqué les raisons de l'accompagnement du projet Promis pour cette formation destinée aux membres de la CNDH. Dans votre rôle professionnel de membre de la Commission nationale des droits humains, vous êtes des acteurs de l'État et donc porteurs de devoirs ayant une obligation envers les autres, c'est-à-dire les détenteurs des dits droits. C'est donc naturellement que le projet Promis vous accompagne la Commission nationale des droits de l'homme avec la formation sur le droit de l'homme aux frontières internationales en vue de traduire le cadre normatif international des droits de l'homme en mesures pratiques de gouvernance
des frontières. En procédant à l'ouverture officielle du présent atelier, le président de la Commission nationale des droits humains, M. Mati Alhaji Moussa, a déclaré que l'objectif de cet atelier vise, entre autres, permettre aux commissaires aux droits humains, cadres administratifs, chefs d'antenne et points focaux régionaux de la Commission nationale des droits humains d'approfondir leurs connaissances sur les principes drivants de la législation internationale des droits de l'homme qui établissent l'obligation aux États de protéger, respecter et mettre en œuvre les droits humains de tous les migrants dans leur pays d'origine et pendant leur mouvement migratoire. Il s'agit également de faire un éclairage sur l'ensemble des directives du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, conçues pour aider les États à affronter dans la pratique des enjeux tels que le développement des capacités en matière de droits de l'homme aux frontières, le respect des droits humains lors des opérations de sauvetage et d'interception, le contrôle, la prévention de la détention, la promotion du retour ou de l'éloignement fondé sur les droits de l'homme. Avant de clore mon intervention, je voudrais renouveler les vifs remerciements au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, à travers le projet Promis, dont je salue les responsables pour l'appui technique et financier ayant permis la tenue de la présente rencontre. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation spécialisé sur les droits de l'homme aux frontières à l'attention des commissaires et cadres administratifs de la Commission nationale des droits humains. Le président de la CNDH s'est aussi prononcé sur les efforts des autorités nigériennes pour encadrer et contenir les importants flux migratoires dans le respect des droits humains, en dépit de toutes les difficultés que comporte leur mise en œuvre. Des communications telles que la gestion intégrée des frontières dans le contexte du Sahel, les droits en danger aux frontières internationales, le rôle de la CNDH pour rendre effective la protection des droits de l'homme des migrants aux frontières internationales seront présentés par d'éminents conférenciers. Notons que cette formation regroupe 25 participants de la CNDH issus de l'administration centrale et des chefs d'antenne et points focaux de la dite institution. La Cour des comptes est le lauréat 2022 du prix de la société civile pour la redevabilité sociale. La cérémonie de remise officielle du trophée s'est déroulée ce vendredi 29 juillet 2022 à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. C'est une distinction de plusieurs organisations de la société civile regroupées au sein du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Sadoum. Il faut rendre à César ce qui appartient à César du temps. Eh bien, c'est à cet exercice que s'est attelé le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, initiateur de cette cérémonie dont l'objectif est de reconnaître et d'encourager les structures de la société civile ou les institutions de l'État qui se battent en faveur de la bonne gouvernance au Niger. Notre ambition est que cette initiative va du niveau national au niveau régional, au niveau départemental et local pour créer un dialogue direct, permanent entre les citoyens et les décideurs autour des politiques publiques pour les rendre plus efficaces, plus inclusives et plus justes, au grand bonheur de notre pays. Donc, le prix de la société civile est un prix pour reconnaître les efforts qui sont faits par l'institution récipiendaire. Nous n'avons pas la compétence ni l'ambition de dire cette institution elle est simple. Mais nous voudrions relever, reconnaître, encourager et féliciter l'institution en question par rapport à l'accomplissement de son mandat et les efforts reconnus de manière consensuelle par la majorité des acteurs qui ont participé à l'enquête et encourager également les autres institutions à aller dans la même dynamique. Ainsi, le prix de la société civile pour la redevabilité sociale édition 2022 a été attribué à la Cour des comptes. Une distinction honorifique qui vient honorer cette structure de ce qu'elle fait pour promouvoir la bonne gouvernance au Niger. Pour la Cour des comptes,
Le plus important doit rester le contrôle des finances publiques pour, d'une part, interpeller la conscience ou sanctionner ceux qui troublent l'ordre public financier, budgétaire et comptable, et d'autre part, tenter de remédier au dysfonctionnement de l'État à travers ses démembrements et ses acteurs. En décernant le prix de la société civile pour la redevabilité sociale à la Cour des comptes, ce 29 juillet, jour symbolique jetant les bases de la démocratie au Niger, inscrit dans le marbre les organisations de la société civile en tant que partie prenante aux activités de la Cour des comptes marquent leur attachement à la promotion et à la défense d'une des valeurs fondamentales proclamées dans la Constitution de la 7e République, à savoir la bonne gouvernance, devenue une véritable exigence contemporaine. Le REPAD œuvre pour promouvoir, défendre et protéger les droits humains et la démocratie, améliorer la bonne gouvernance et la redevabilité sociale, renforcer la paix et la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté, les injustices et les inégalités sociales. Outre ces trophées décernés à la Cour des comptes, les autres structures partenaires du REPAD ont reçu également des témoignages en guise de reconnaissance pour leurs efforts et leur soutien pour accompagner le REPAD dans sa mission. Ouverture ce matin d'un atelier de sensibilisation aux pratiques inclusives à l'école par l'ONG Kamae, une ONG qui vise à soutenir les élèves en situation de handicap et les parents d'élèves. Le point avec Asma Seydou et Nasser Seydou. Soutenir les enfants nigériens en situation de handicap afin d'améliorer leur niveau d'études, tel est l'objectif visé à travers le présent atelier de sensibilisation aux pratiques inclusives à l'école, l'autisme et les troubles associés, initié par l'ONG Kamae, une ONG qui œuvre en faveur de la scolarisation de la jeune fille en général et l'accompagnement des parents d'élèves dans le suivi de ces enfants en particulier. Kamae veut dire Kama, le pays de Kam, c'est l'Afrique, et c'est éducation, aide, accompagnement de l'enfant en situation de handicap. Kamae est une ONG apolitique, bien entendu, et non confessionnelle. Mais le fait d'être non confessionnel ne veut pas dire qu'on n'accorde pas un respect absolu à la touche religieuse. Elle prône les valeurs de liberté, fraternité et égalité. Kamae exerce ses activités conformément à l'arrêté ministériel qui nous a été accordé le 13 juillet 2022. Donc c'est très récent. Kamae agit en vue d'améliorer significativement la scolarisation et surtout l'insertion professionnelle des enfants en situation de handicap, surtout ceux qui ont ce qu'on appelle le handicap invisible, c'est-à-dire un handicap qui ne se lit pas sur le visage. Les jeunes filles et les femmes sont notre priorité. Pourquoi ? Parce que sans la mère, la porteuse de l'humanité, on ne peut rien faire. Et c'est la mère qui est au plus près de l'éducation de l'enfant dès ses premières années de vie. Et c'est elle qui détecte le problème sans nécessairement trouver le mot adéquat pour le nommer. Donc nous voudrions donner notre contribution pour que cette sensibilisation puisse être menée correctement et surtout en respectant le programme sectoriel de l'éducation et des formations. Et nous tenons à ce que notre activité soit ancrée, suivre scrupuleusement les programmes du pays. Une initiative saluée par le représentant de l'association des parents d'élèves. En tant que parents, nous nous réjouissons de cette initiative de l'ONG Kamae, que nous osons espérer être porteuse de bonheur, parce que tout celui qui tend la main à ton enfant t'aide à te relever et à diminuer tes soucis. Donc, au nom de cette initiative et de ces efforts, nous souhaitons bon vent à l'ONG Kamae et nous les rassurons de notre disponibilité à accompagner
toutes les actions qu'ils auront à mener ici au Niger et si possible ailleurs, dans l'intérêt de l'enfant du monde en général et celui du Niger en particulier. Kamaye est une nouvelle ONG qui a comme priorité les jeunes filles et femmes. Elle travaille avec les institutions et ONG locales. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Lavari.